One, two, three, ho! Eric, j'ai un défi pour toi aujourd'hui. Ouais. Tu vas parler du Tour de France sans parler de dopage. Vous écoutez la pause vélo et c'est l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, on va parler du Tour de France. Quoi? Comment ça se fait? Le Tour de France? Hein? Je sais, on vous entend, Et d'ailleurs, on va confirmer ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a tout un monde entre le vélo transport et le vélo sport. Par exemple, en France, on est, c'est un chiffre qu'on a déjà cité, ouais. on est le pays où il y a le plus de clubs de vélo par habitant. Et on est les tout derniers d'Europe au niveau de la pratique du vélo au quotidien comme mode de déplacement. Ouais, puisque les Français prennent la voiture pour faire 1 kilomètre. Ouais, ça, c'est n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de décalage entre le vélo sport et le vélo transport, alors que c'est la même monture, alors que physiquement, c'est la même chose. On va comprendre, enfin, on va donner quelques bribes de compréhension. On va commencer par parler du Tour de France. Et au début, pas en bien. Mais on va en parler en bien par la suite. Pas en bien, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 170 coureurs chaque année à peu près au Tour de France qui font 3000 km. Et vous savez par combien de véhicules ils sont accompagnés? À peu près, vous avez un chiffre, un ordre d'idée, combien de... Si on prend la caravane, si on prend le staff technique, les journalistes, à peu près combien il y a de gens qui parcourent ces 3000 km? Je dirais un véhicule par coureur. Ouais, on va dire 2 véhicules par coureur. Ouais. Et toi, Florian, t'as une idée? Il n'y a pas de femmes. 3, et puis il y a la caravane aussi. Ouais. On est à 1500 voitures, bus, camions, motos. Et je parle pas de l'hélicoptère qui suit avec les caméras. Pour combien de coureurs? 170 coureurs, 1500 voitures. Waouh! Bus, camions et motos. C'est une course automobile en fait. Ouais, c'est un peu ça. Figure-toi que t'es pas si loin du compte. Et il y a 160 véhicules dans la caravane. Vous savez, c'est les véhicules qui précèdent, enfin qui sont juste avant le... C'est les véhicules commerciaux. Voilà, qui sont déguisés en canettes, en saucisson et tout ça. 160 véhicules. En plus de ça, on peut dire qu'il y a aussi des spectateurs qui viennent sur le bord de la route. Ouais. Camping-car surtout. Voilà, beaucoup en camping-car, qui suivent aussi tout le tour ou en plusieurs étapes, qui sont aussi motorisés. Donc, on imagine les rejets de CO2, etc. C'est quand même pas terrible. Et puis, il y a les déchets. Alors, il y a un chiffre qui est sorti. En moyenne, les communes qui accueillent et qui sont traversées par le Tour de France collectent 20 tonnes, pas 20 000, 20 tonnes de déchets supplémentaires à cause du Tour de France. Alors c'est les déchets de la caravane publicitaire qui sont jetés sur les côtés, etc. Il y a les déchets, les bidons qui sont jetés par les coureurs, la bouffe, etc. Il y a les déchets de toute l'équipe de presse. On dit que souvent c'est des tonnes et des tonnes de papier qu'ils produisent et qui ne sont pas recyclés. Et puis aussi tout ce qui est médical, les hôtels, etc. Donc en gros, en moyenne, c'est 20 tonnes par commune. Vous imaginez un peu? Alors, je ne sais pas combien de communes sont traversées, mais c'est énorme. Waouh. Voilà, donc je voulais commencer par mettre un carton rouge au Tour de France, Ouais, là, c'est pas très mais bon. c'est pour mieux le servir après. Parce que malgré tout, il y a des mauvais élèves qui ont envie de faire des progrès, et le Tour de France, il a envie de faire des progrès. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. C'est les deux responsables de l'ASO, c'est l'organisme qui organise le Tour de France. Okay. C'est Amaury Sport Organisation. Écoutez ce qu'ils ont dit. Des ambitions d'ASO, organisateur du Tour, et d'inspirer tout un chacun à prendre sa bicyclette. Le vélo est moins coûteux, moins polluant, et meilleur pour la santé que les autres moyens de transport en ville. C'est pourquoi nous avons lancé cette année, avec le concours de France Télévisions, une campagne de communication intitulée « L'avenir à vélo », invitant les téléspectateurs à enfourcher leur bicyclette pour leur déplacement quotidien. LCL, partenaire du maillot jaune depuis plus de 30 ans, LCL a également axé sa campagne de communication cette année autour de toutes les pratiques du vélo. Enfin, le gouvernement vient d'annoncer un plan vélo pour renforcer l'usage de la bicyclette en France, et nous nous félicitons de ce soutien des pouvoirs publics. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais lorsque j'étais gamin, le Tour et le maillot jaune me faisaient rêver. Avant de regarder ou d'écouter la retransmission de l'étape, j'enfourchais ma bicyclette. Les enfants de mon âge qui, tous à l'époque, savaient faire du vélo. Ce n'est plus le cas. Et pourtant, la bicyclette n'a jamais été aussi tendance qu'aujourd'hui.
Dans le plan vélo annoncé par le gouvernement en septembre dernier, l'opération Savoir rouler a retenu mon attention. Faire en sorte que tous les enfants des écoles primaires à l'horizon 2022 sachent faire du vélo et respectent les règles de la sécurité routière sur des pistes sécurisées. Nous ne pouvons que nous mettre derrière fortement, nous Tour de France, Amaury Sport Organisation, pour défendre cette opération. Aragon disait « La femme est l'avenir de l'homme, la bicyclette est l'avenir du vélo ». La bicyclette du quotidien est l'avenir du vélo des champions, j'en suis certain. Tout ce qui sera fait pour tisser ce lien-là nous rendra plus forts. Lorsque deux gamins vont à l'école, à vélo, ont tendance à faire la course. Certains deviendront des champions, d'autres aimeront le vélo, aimeront le tour. Et quelle plus belle locomotive pour inciter à la pratique du cyclisme que la plus grande course du monde, le Tour de France. Vive le Tour! Vive la France, vive la République. Amen. Alors ça, en fait, c'est un discours qui a été enregistré pendant il y a quelques semaines, hein, pendant qu'ils ont dévoilé le parcours du Tour de France. Et c'est vraiment une grande messe. Il y avait grand écran géant, une grosse foule qui était massée devant, des costards cravates. C'est un événement important. Et le Tour de France, c'est quand même le 3e événement sportif le plus regardé au monde. Le premier, c'est les Jeux Olympiques. Après, c'est la Coupe du Monde de foot. Et ensuite, c'est le Tour de France. Alors, quand le Tour de France, le 3e plus grand événement sportif du monde, décide de faire quelque chose pour le vélo au quotidien, moi, je dis merci. Ça va peut-être nous aider. On n'a plus qu'à aller faire du lobbying à la FIFA et puis au CIO. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Non, mais je veux dire, vraiment, je pense sincèrement que ça peut nous aider, ça peut vraiment servir la cause. Ouais, quoi. tout à fait. Faut prendre tout ce qu'on a sous la main. On passe à une nouvelle rubrique. Le Guinness des records. Chers amis cyclistes, loin de moi l'idée de torturer votre arrière-train ou de vous faire perdre les pédales. Mais voici quelques records du Tour de France que vous pourrez vous amuser à battre ces prochains jours. Fais-nous rêver. Ouais, si vous n'avez toujours pas trouvé un esprit zen entre vos deux roues, vous pourrez bien atteindre le nirvana en y laissant votre vie. Alors, la vitesse la plus hallucinante atteinte sur la grande boucle est de 130 km/h. Attends, électrique avec un réacteur derrière? Non, mais c'était lors de l'édition 1966 en descente. Heureusement que c'est pas en Suisse, il se serait fait flasher. Ah bah alors j'y viens en Suisse. Alors là, c'était dans la descente du Mont Ventoux. C'est le cycliste Lucien Aymar qui était flashé à cette vitesse. Alors son secret, un pneu avant moins gonflé pour plus de souplesse et un pneu arrière plus gonflé pour accélérer et pour une meilleure relance. C'est bien pensé ça. Okay. Voilà. Je vais faire la même chose sur mon vélo. La Suisse a dépassé son record l'an dernier. La Suisse a aussi son tour. Et puis du coup, il y a un Français par contre, Kevin Reza, qui a battu cette vitesse. Il a été flashé lui à 135 km/h dans la descente du col de Simplon. Ça aurait pas pu être en Suisse, il dépasse jamais les 120. Le col du Simplon. Non mais c'est n'importe quoi, mais ils ont des casques, des armures ou quoi. Enfin, même en voiture à cette vitesse-là, tu te tues. Alors en vélo, c'est surtout en descente dans les virages. Dans un col, c'est ça. Ouais. Bon, sinon la seule force de ses mollets, le recordman, c'est Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France ces dernières années. Pour avoir effectué lors de l'édition 2017 du Tour de France une vitesse moyenne de 40,99 km/h sur tout le Tour de France, sur toute la grande boucle. Ah ouais, pas mal. Alors on accepte toutefois Lance Armstrong qui en 2005 a couru le Tour de France à une vitesse moyenne de 41,654 km/h, mais qui avait une petite aide médicamenteuse. Médicalement assisté, d'accord. Bon, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais bon. Il était peut-être un peu malade en même temps. Hein. Oui, il avait un cancer, je crois. Mais... Alors, le même Christopher Froome détient notre record, celui de la vitesse de grimpe la plus remarquable. Il a frisé les 21 km/h de moyenne sur les 20 km de montée du Mont Ventoux, toujours. Une pente à 7,5%. Oh là, j'y arrive à peine sur du plat, alors sur remontée. Une pente qui est célèbre pour avoir tué Tom Simpson en 1967, alors qu'il avait abusé des amphétamines. Ah ouais, okay. Donc, Heureusement, depuis, on a fait des efforts dans le dopage, de plus en plus sûrs. Mais tout de même, ça va finir par se voir que Christopher Froome est dopé. Tu penses? Bien, cette année, il a redoré son blason en dégringolant à la seconde place du Tour. Ah, quand même. Voilà. Passons à la plus longue étape du Tour, 483 km, entre Bayonne et les Sables d'Olonne. Et en combien de mois? En combien de mois? En une journée. Voilà ce qu'on infligeait aux coureurs entre 1919 et 1924. Ils sont fous les gars. Alors déjà en 1903, premier Tour de France, une étape de 460 km reliait Lyon à Paris. Son vainqueur a mis 18 heures pour relier les deux villes. Lyon-Paris 18h. À 18h, c'était voilà. Okay. En vélo, en voiture, on doit mettre 3-4 heures, 5 heures peut-être même. Le vainqueur est parti à 15h de Paris, il est arrivé à 9h du matin à Lyon.
Bon, en fait, s'il a pris autant de temps, c'est parce qu'il y avait du monde au péage. Ah, c'est pour ça. Peut-être ça, oui. Dernier record, le Tour de France 1926 fut le plus long de toute l'histoire, avec 5745 km. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3000. Ouais. Wow. Il est aussi suivi de la vitesse moyenne la moins rapide, seulement 24 km par heure. Comme quoi, rien ne sert de courir, le mieux est encore de partir loin. Et sans perdre de points sur son permis, ce que nous expliquera Eric tout à l'heure. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Bah merci Florian, merci, super chronique, super. On a appris plein de choses. Et en même temps, ça fout un peu les jetons. On se dit mais comment des êtres humains peuvent faire des records pareils? Moi j'ai du travail encore, hein. Personnellement. Alors, avant qu'on arrive à tout ça, tous ces records de fous, il a fallu créer le Tour de France. Et c'est une histoire incroyable que je vais vous raconter. C'est né de la concurrence de 2 magazines. L'un s'appelle Le Vélo et l'autre s'appelle L'Auto. Et comme leur nom ne l'indique pas, c'est le magazine L'Auto qui a créé le Tour de France. Faut se remettre dans le contexte. On est à la fin du 19e siècle. La voiture est quasiment inexistante. Elle est utilisée pour faire quelques rallyes. C'est un gadget technique, quoi. C'est un peu comme les drones aujourd'hui. Voilà, on voit pas un peu partout. comme les vélos aujourd'hui. Ouais, voilà, un peu comme les vélos aujourd'hui. Mais à l'époque, le vélo, c'était on dit que le vélo, c'est la fille aînée de la révolution industrielle. Bah voilà, c'est ça. Il y avait des vélos partout. Il y avait un magazine qui avait le monopole de toute la presse sportive qui s'appelait Le Vélo. Et à l'époque, on était en plein, vous savez, le capitaine Dreyfus et tout ça, là, les procès, etc. Antisémitisme. Voilà, donc il y avait les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et il se trouve que le directeur du vélo, du magazine Le Vélo, était Dreyfusard. Et qui vivait avec beaucoup de publicité, des industriels du vélo et des industriels de l'auto. Et majoritairement, les industriels de l'auto et du vélo étaient, eux, anti-Dreyfusards. Donc le directeur du magazine Le Vélo, il a dit « Terminé, je passe plus de pub de ces gens-là. Je veux pas faire la promotion, ça va peut-être me coûter, mais je ferai pas de promotion de gens qui sont anti-Dreyfusards. » Du coup, les gens qui étaient dans les industries se sont dit « Comment on va faire ? Comment on va faire pour faire notre pub ?» Ils se sont mis à créer leur propre magazine qui, au départ, s'appelait L'Auto-Vélo. En 1900, ça a été créé en 1900, L'Auto-Vélo. Alors, l'auto, L''auto. Ouais. Ok. Une auto et un vélo. Enfin, c'était pour faire la promotion des deux modes de déplacement, mais surtout d'un point de vue sportif. Hein. C'était surtout sportif. D'accord. Et puis, voilà qu'en 1903, le créateur du magazine Le Vélo, il intente un procès au magazine L'Auto-Vélo, qui gagne, et du coup, L'Auto-Vélo n'a plus le droit de s'appeler Auto-Vélo, il n'a plus le droit de mettre le mot vélo, il doit s'appeler L'Auto. Du coup, les gens qui rédigent le magazine ont une grosse crainte, ils vont perdre les clients, les lecteurs qui s'intéressent aussi au vélo. Alors qu'est-ce qu'ils font pour prouver que eux, ils sont vraiment aussi à fond dans le vélo? Ils créent le Tour de France. Exactement, en 1903, en janvier, le procès est perdu, le magazine doit changer de nom, et en juillet, le Tour de France est créé par le magazine L'Auto, pour pas perdre de clients. Ce qui va peut-être vous étonner, ou vous allez voir peut-être le lien, c'est que autant le magazine Le Vélo était imprimé sur des feuilles vertes, autant le magazine L'Auto est imprimé sur des feuilles jaunes. Jaune comme... Ça vous dit quelque chose, ça, le comme jaune? le maillot? Exactement, c'est ça qui aura donné ensuite la couleur du maillot jaune. Et puis un nom qu'il faut citer quand même, parce que souvent il est repris, c'est Henri Desgranges. Henri Desgranges était le directeur du magazine, et c'est lui qui a créé le Tour de France. Donc on peut dire que voilà, c'est lui le créateur. Et je vous propose maintenant qu'on écoute un peu d'histoire pour apprendre comment s'est déroulé ce premier Tour de France. Un peu d'histoire. Le premier Tour de France. C'est du 1er au 19 juillet 1903 qu'eut lieu la première édition du Tour de France. Elle se déroule en 6 étapes. Le parcours relie les principales villes de France, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. 59 coureurs prennent le départ face au café Le Réveil Matin à Montgeron dans l'Essonne. Mais seulement 21 d'entre eux figurent au classement général au terme des 6 étapes. Parmi ces engagés, on retrouve 48 Français, 4 Suisses, 4 Belges, 2 Allemands et 1 Italien. Par ailleurs, le règlement autorise l'inscription de coureurs pour une seule étape. Ainsi, 27 coureurs participent à une ou deux étapes isolées, sans figurer dans la course au classement général car n'ayant pas participé à la totalité de l'épreuve. Les coureurs reçoivent un brassard jaune et une bande de drap rouge à fixer dans le cadre de leur vélo et sur lesquels figure leur numéro d'engagement, afin de permettre aux contrôleurs de les reconnaître plus facilement, notamment la nuit. Car certains coureurs pédalent également la nuit. L'un des favoris de l'épreuve, Maurice Garin,
remporte 3 étapes et le classement général avec près de 3 heures d'avance sur le deuxième Lucien Potier, ce qui constitue le plus grand écart entre le vainqueur du Tour et son dauphin dans l'histoire de cette compétition. La longueur des étapes, disputées pour partie la nuit, varie de 268 à 471 km pour un total de 2428 km. Véritable succès populaire, salué par les différents organes de presse, le Tour de France est organisé à nouveau l'année suivante en 1904 et le sera chaque année jusqu'à nos jours, hors période de guerre. Non, on rigole. Mais les gars, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec les vélos qui pèsent 2 grammes, en plastique, machin. Ouais. Non, c'est pas possible. À l'époque, les vélos, ils pesaient 20 kilos pour les premiers Tours de France. Wow, 20 kilos. C'est le poids d'un vélo cargo, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on les appelait les forçats de la route, parce que en plus, l'état des routes, c'était pas bitumé. Hein. À l'époque, il y avait quasiment pas de voitures. Donc c'était soit des chemins en terre, soit des routes pavées. Il y avait quasiment rien de bitumé. C'est incroyable les records qu'ils faisaient. Je lisais qu'en plus de faire 20 kilos, les vélos, ils avaient des jantes en bois parfois. Waouh. C'était la folie. Et le dérailleur n'était pas autorisé sur le Tour de France au départ. Il était pourtant créé en 1895, le dérailleur. Alors il y avait des dérailleurs, les premiers ils faisaient 2 kilos. Hein. C'était déjà le poids des vélos actuels. Ouais. Et c'est seulement en 1912 qu'il y a un coureur stéphanois qui a pris un dérailleur. Qui a été interdit les années d'après parce que Henri Desgranges, le gars qui a mis ça en place, le Tour de France en place, il était assez contre l'évolution technologique, il voulait vraiment que ce soit un truc de sportif. Il doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Ah bah si vous voyez comment ça se passe, ouais. Et du coup, avant, ce qu'ils faisaient, les coureurs, c'était qu'ils retournaient la roue arrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un petit pignon d'un côté de la roue et un grand pignon de l'autre côté. Du coup, ils étaient obligés d'avoir, non seulement ils avaient les chambres à air sur le dos, mais en plus ils avaient une clé, ils avaient de quoi réparer le vélo. Il n'y a pas de l'assistance derrière. Ah oui, ils devaient changer leur roue eux-mêmes. Ouais. Et puis imaginez le travail des journalistes, il n'y avait pas d'hélicoptère, ça pédalait de nuit, des fois il y avait des coureurs, on ne savait pas où ils étaient passés, quoi. C'était que de la presse écrite, il y avait à peine de la radio. Du coup, le dérailleur a été autorisé quand même au bout d'un moment. Ils ont craqué les gars, mais en 1937. Hein, c'est quasiment 40 ans après sa création. Il fallait c'est un truc de fou, retourner ça. Non, mais, même moi au quotidien, je retournerais pas ma roue, quoi. Non. Il y avait un autre truc de malade, c'était que jusqu'à 1912, on n'avait pas encore inventé la roue libre. C'est-à-dire que il fallait pédaler tout le temps. Comme des fixies. Même en descente, il fallait que les gars ils pédalent, ils pouvaient même pas se reposer. Quoi. J'ai tenté le fixie à Lausanne, je l'aurais pas fait pour le Tour de France. Ah non, je suis pas fan non plus. Ouais. Alors est-ce qu'ils devaient rétro-pédaler pour freiner ? Ah, je sais pas à l'époque ce qu'ils avaient comme frein. Ça, techniquement, je sais pas. Peut-être. Si t'arrêtes de pédaler, ça arrête la roue après. Donc, oui, de toute façon, ouais. Donc ça se trouve, il n'y a même pas besoin de frein à l'époque, du coup. Des vélos en bois, ils sont fous. De toute façon, un vélo de 20 kg, tu l'arrêtes pas comme ça. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote avec Eugène Christophe, qui était le virtuel leader du Tour en 1913. Il s'est retrouvé avec sa fourche cassée. Eh ben, dites-vous qu'ils étaient 3 juges pour le surveiller lors de ses exploits de forgeron. Ah, il a soudé la fourche. Le cinglé. Ouais, aujourd'hui, tu prends le vélo, tu le jettes, t'en prends un autre. Quoi. Exactement, il y a un type qui court après toi, enfin une des 5 ou 6 voitures qui suit chaque coureur, qui se dépêche de courir pour lui apporter un nouveau vélo. Ah les gars, faut qu'ils soient forgerons aussi à l'époque, n'importe quoi. C'est génial, c'est des héros. Oui, mais maintenant c'est le progrès. Ouais. Hein on a des gens qui travaillent pour nous. Et enfin, vous connaissez des surnoms de coureurs ? Ah, par exemple, le blaireau, ça veut dire quelque chose ? Bernard Hinault. En fait, il y a énormément de coureurs qui ont des surnoms, et c'est ce qu'on va découvrir dans la Minute Inutile. Vélo vire, vélo volte, où va la vie ? Vélo va. Un requin, un scarabée, un gorille. Le peloton du Tour est une vraie ménagerie si l'on s'en réfère aux surnoms donnés aux coureurs, lesquels sont aussi affublés de pseudonymes faisant référence à leur terre d'origine ou à leurs caractéristiques physiques. Dans le bestiaire de la grande boucle, le Colombien Nairo Quintana a été surnommé le scarabée, animal au style ramassé et dont la force immense est proportionnellement peu en rapport avec sa petite taille. L'Italien Vincenzo Nibali a été rebaptisé le requin de Messine dès ses jeunes années en junior pour sa capacité à ne jamais lâcher ses cibles et son appétit insatiable de victoire. Plus élégant, le rouleur néerlandais Tom Dumoulin est le papillon de Maastricht, un journal
journaliste néerlandais, avait un jour écrit que Dumoulin, qui a tout pour lui, le physique de jeune premier, l'élégance naturelle, pourrait disputer un contre-la-montre en smoking et franchir la ligne sans avoir le nœud papillon de travers. D'autres surnoms sont moins compliqués à décoder. Le Britannique Chris Froome est le Kenyan blanc, le maillot jaune est né au Kenya, et son compatriote Mark Cavendish est The Man of Man, référence à son île de Man natale. Il y a aussi ceux dont le surnom sonne comme une évidence. Le Suisse Fabian Spartacus Cancellara a dès ses premières années dans le peloton été comparé au célèbre gladiateur pour sa force titanesque et son mental de guerrier. Le Slovaque Peter Sagan est lui lié à la couleur du maillot vert du meilleur sprinter du Tour qu'il a remporté 6 fois depuis 2012. Son surnom, Hulk, ce super-héros qui devient vert quand il est énervé. Côté français, Alexis Vuillermoz, vainqueur du Mur de Bretagne, et Pikachu, héros jaune du dessin animé japonais Pokémon, particulièrement vif dans ses déplacements. Un surnom qui date de son époque VTT parce que le Jurassien portait un casque jaune et avait déjà l'habitude des attaques éclairs. Thomas Voeckler, qui a passé une partie de sa jeunesse en Martinique, est lui régulièrement apostrophé en sa qualité de Petit Blanc, soit le Petit Blanc en créole. Où va la vie? Vélo va. Alors ils ont tous des surnoms de brut, l'ouragan, la cascade, le tonnerre, tout ça. Mais les gars, ils se rasent les pattes. Hein, alors, ok. Alors à propos de se raser les jambes, Frédérica, je crois que tu as un petit truc à nous raconter sur les femmes dans le Tour de France. C'est la rubrique People. Les pipis, les papas, les people. En effet, Eric, je me suis posé la même question. Et les femmes dans le Tour de France, elles sont où? Petit fait historique, de 1984 à 1989, un Tour de France féminin était organisé par la Société du Tour de France. En levée de rideau de la course masculine, cette course cycliste par étapes avait les mêmes moyens et couverture médiatique que celle des hommes. On pouvait presque dire que les deux sexes étaient égaux. En 1990, cette épreuve change de nom, et autant dire que depuis cette date, les femmes cyclistes ont perdu leur équité d'année en année. Finalement, il y avait quoi? Il n'y avait plus rien. Moi, je pense clairement que les hommes, ils avaient peur d'être dépassés. Et je ne parle pas d'organisation. Donc, aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous Alexia Buzy. Originaire d'Ainville et ayant fait ses classes à Saint-Dié avec son champion de paire Greg Ballan, Alexia était lors du Tour de France féminin l'une des coureuses les plus faciles à reconnaître avec ses dreadlocks. Âgée de 30 ans, Alexia est aujourd'hui prof d'éducation physique et sportive dans un collège d'Ivry-sur-Seine. Cette ancienne triathlète n'avait qu'un seul rêve, réussir la réalisation du Tour de France. En 2017, c'était chose faite, et elle concourait pour la deuxième fois cette année avec la team Donnons des ailes au vélo. Et quand je dis elle, c'est E2LES. C'est donc en 2017 et 2018 qu'avec son club de cyclisme féminin Donnons des ailes au vélo, Alexia a parcouru toutes les étapes du Tour de France de la même manière que les hommes, mais avec un jour d'avance. Eh bah oui, parce que nous les femmes, on a toujours un point d'avance. Oh là là, ça la raconte. Et comme quoi, nous aussi les femmes, on en est capable de le faire du Tour de France. Enfin, nous. Moi peut-être pas, mais moi certaines non plus, d'entre nous en tout cas. Même certains hommes. Ça, c'est sûr. Donc très peu ou pas médiatisées, les femmes n'ont que peu de place dans le monde du cyclisme sportif. Et c'est pour lutter contre cette inégalité qu'Alexia et son club ont profité du coup de projecteur du Tour de France pour promouvoir l'existence d'un cyclisme féminin. En effet, Donnons des ailes au vélo cherche à attirer l'attention sur cette inégalité et à montrer aux différents acteurs du cyclisme l'intérêt du public pour ce sport au féminin. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis des pour. femmes à vélo, moi, je veux en voir. Oui, il faut voir. dans des petits maillots tout serrés, Ouais, moi je suis avec pour. des mastocs plus gros que les vôtres. Ah ouais. Bon là tout de suite. Moi je trouve que ça jette. Donc, les raisons qui ont poussé Alexia à concourir aux côtés de Donnons des ailes au vélo est leur aspect militantisme, le fait de se battre pour bouger les choses. Le club est exclusivement féminin. Il doit y avoir bonne ambiance. Et toutes se battent pour avoir leur place dans ce monde où la femme n'est pas considérée. Lorsqu'on demande à Alexia ce qu'elle aime dans le cyclisme, elle répond « La sensation de vitesse, de vent, de liberté. Pouvoir battre des garçons et l'énorme combat à mener en termes d'égalité homme-femme. » Et quand on lui demande quel est son objet fétiche, Alexia répond « Mon vélo !» Car au final, même si ses muscles sont un tant soit peu plus développés que les nôtres, Alexia est comme nous et se déplace quotidiennement à vélo. Comme quoi le vélo, même quand on le pratique en sport, il reste indéniablement le meilleur moyen de se déplacer. Ça fait vrai. plaisir. Ouais. Ça c'est bon ça. Parce que c'est vrai que les hommes, eux, enfin peut-être les femmes sportives aussi, mais les sportifs, ils prennent pas leur vélo au quotidien. Ça me chiffonne. Ils mélangent pas travail et maison. Ouais, mais c'est dommage quoi. Quand t'as 3 km, que t'as un bon vélo, que t'es sportif, que t'as les moyens, pourquoi tu te déplaces pas en vélo? Faut pas l'user le vélo, il faut le conserver pour les grandes courses. Ça doit être ça. Eh bien, pour
propose que nous passions au quiz. Question numéro 1. Combien de kilomètres devaient parcourir les coureurs du premier Tour de France en 1903 ? 1523 km, 2428 km ou 3351 km. Alors, qui c'est qui a écouté correctement un petit peu d'histoire? Ça n'a pas été dit. Si, ça a été dit. Si, moi j'ai bien écouté, Alors, mais j'ai déjà Frédérica oublié. Mais je dirais les 3000. Non, c'est 2000 et quelques. 2428 km, très bien. Question numéro 2. En quelle année le port du casque est-il rendu obligatoire pendant toute la course ? Ah, avant, c'était pas obligatoire. 1995 ou 95, 2005 ou 2015 ? Je dirais 2005. 95, non ? 2005. Ah ouais. Alors, il a été rendu obligatoire dès 2003 à l'exception de l'ascension finale, mais en 2005, il devient obligatoire du début à la fin de la course. C'est pas si ancien hein, que les gens aient des vélos à casque. Question et des numéro casques à 3. vélo. Question numéro 3. Quelle tenue vestimentaire ne peut-on pas gagner au Tour de France ? Mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois, le maillot blanc, le maillot à pois ou le slip jaune devant, marron derrière ? Le slip jaune devant, marron derrière. J'aurais bien aimé les chaussettes, moi. Et les chaussettes, alors ? On peut les gagner, ça, t'es sûr ? Non, c'est le maillot. C'est les deux maillots, on peut gagner les deux maillots, ouais. Bon, pour les références, il faut avoir plus de 30 ans après pour comprendre. Ouais, d'accord, ok. C'est quand on est fan du club Dorothée. Okay. Voilà. Question numéro 4. Combien de Tours de France sont sans vainqueur ? 0, 7 ou 14 ? Des Tours de France sans... Ah ouais, c'est genre des gars qui se sont fait choper et du coup... Genre un gars. Ouais, un gars. Genre un gars. Armstrong au hasard. Voilà, au hasard. Il n'y a que lui qui s'est fait retirer un Tour de France. Enfin, Alors, des Tours de France. Il s'en est fait retirer 7. Ouais. Waouh. Beau palmarès, hein. Tout à fait. Et je suis sûr que ça va dans le Guinness des records. Ah oui, c'est ça, oui, je pense. De 1999 à 2005, en fait. Ils lui ont été retirés et ils n'ont pas été réattribués. Mais ils auraient pu le donner au deuxième à ce moment-là. Mais ils l'ont pas fait. Est-ce que c'est parce que ils avaient peur de faire aussi des études que dans quelques années, le deuxième, même le deuxième aussi. À ce titre-là, on peut éliminer tout le monde de la compétition. Il y a une place pour nous. On y va. C'est marrant, le 167e aussi. Ouais. Alors, entre 1903 et 2018, combien de fois le Tour de France n'a pas eu lieu ? 0, 5 ou 11 fois ? 5 fois, je crois, avec à cause de la guerre. Ouais, mais il y a eu deux guerres. Il y a eu deux guerres. T'as commencé à quelle année 1903. À 1903, ah oui. 11 fois. 11 fois, ouais. 11 fois, ouais. Bah ouais, les deux de guerres. 1915 à 1918 et de 1940 à 1946. Dernière question. Quelle est la place des femmes dans le Tour de France ? Je sais. Première proposition. Des quoi ? Deuxième proposition, sur le podium avec fleurs et champagne, donc comme récompense. Troisième proposition, sur l'étape, un jour avant le peloton professionnel homme. Frédérica ? À vous, messieurs, on va voir si vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la troisième réponse, madame. Ouais, un jour avant. Bravo. Je pense que la deuxième, elle a l'air juste aussi, quand même, quoi. C'est la Je récompense. dirais que la deuxième, ce serait la plus juste des trois. Hein, ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire de différence. Mais je crois aussi, à propos des femmes sur le podium, ils ont parlé à un moment donné de mettre des enfants plutôt, parce que c'est vrai que juste ça fera plaisir au curé, ça. Enfin, c'était pour un peu améliorer les choses. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça sera des enfants objets, plus des femmes objets. Voilà. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Hein. C'est vrai qu'on les entend pas râler autant, quoi. Sur ces bonnes paroles, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Et le site internet www.pausevelo.com. Et la semaine prochaine, on aura pour thème se déplacer à vélo avec des enfants. Donc on vous expliquera tout plein de trucs niveau matos, tout ce qu'on peut faire, les carrioles, etc. Tout ce qu'on peut ajouter. Tout à fait, tout ce qu'on a essayé en tout cas. Et ben, je vous souhaite plein de bonheur, soyez heureux et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo.